Jean-Louis Borloo est l'invité de Preuve par 3 à quelques heures du sommet social de l'Élysée. Bonsoir Jean-Louis Borloo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous cultivez votre différence en proclamant que l'élection présidentielle n'a pas l'importance qu'on lui donne. Cette réflexion vous est-elle venue après avoir déclaré forfait? Quelles sont vos nouvelles ambitions comme président du Parti radical pour ne pas être marginalisé? À ce type de questions, vous répondrez dans un instant à Samir Tounsi de l'AFP. Perrine Tarnaud de Public Sénat lui succédera ensuite pour des questions plus personnelles, vous verrez. D'abord, Jean-Louis Borloo, le chef de l'État, a formé des vœux ce mardi pour le monde agricole. Dans l'Ariège, il a dénoncé les règles environnementales tatillonnes qui empoisonnent les agriculteurs. Est-ce que l'artisan, le maître d'œuvre du Grenelle de l'environnement est d'accord? Ça dépend lesquelles. Ça fait partie de ces phrases à l'emporte-pièce. Le pacte agricole, il est forcément environnemental. D'ailleurs, l'univers qui a le plus progressé, c'est l'univers agricole. Les énergies renouvelables, la plus grande progression, c'est dans le monde agricole. Le gaz, l'utilisation du gaz, c'est dans le monde agricole. Le biogaz. Mais manifestement, le chef de l'État n'a pas les mêmes retours que vous. Non, mais attendez. L'évolution sur le phytosanitaire, c'est le monde agricole. 42 substances dangereuses ont été supprimées. La croissance du bio, la plus importante d'Europe, c'est en France. L'évolution, chaque jour, de 20 exploitations qui vont vers des circuits courts, c'est grâce au monde agricole. C'est grâce au monde agricole. Mais il peut y avoir des règles qui ne sont pas environnementales, en général. C'est ce qu'a dit le chef de l'État. Mais il peut être approximatif, ça peut arriver. Alors approximatif, formule à l'emporte-pièce, on commence bien. Oui, mais bon, écoutez, on est dans un monde d'adulte. Bon, le président a voulu le Grenelle agricole a été décisif. Le monde agricole sait que son avenir, il est évidemment dans la production en circuit court, avec moins de phytosanitaires, avec moins de rejets, en ayant des nouvelles ressources grâce aux énergies renouvelables. Donc vous ne redoutez pas aujourd'hui de nouvelles mesures. Nicolas Sarkozy les annonce pour relâcher la pression. On se dit qu'il va y avoir un détricotage donc, du Grenelle. Mais non, mais il n'y aura pas... Citez-moi une mesure qui sera détricotée. Pas une. Pas une, parce que contrairement à ce qu'on croit, les problèmes tatillons, parce que les agriculteurs ont des sujets tatillons, ils proviennent de règles que le ministère de l'Agriculture français a acceptées et a concédées à l'Europe il y a 10 ans. C'est ça le problème. C'est pas un problème du Grenelle de l'environnement. Alors, l'agriculture française fait une mutation absolument remarquable. Il faut lui en donner acte. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Mais très franchement, l'idée qu'on opposerait l'industrie à l'environnement, l'agriculture à l'environnement, les transports à l'environnement, est une conception totalement surannée de nos propres enjeux. Très bien. Voilà pour le chef de l'État, qui par ailleurs a eu un mot également aimable. Mais c'est le chef de l'État qui a voulu le Grenelle de l'environnement. C'est lui. On se souvient quand même aussi, et vous l'aviez noté quand même, ça commence à bien faire qu'il avait lancé au Salon de l'Agriculture aussi. Mais sur des mêmes règles tatillonnes qui sont... Mais attendez, qui sont des règles qu'il y a 10 ans, le ministère de l'Agriculture française a concédé à la Commission européenne. De vieilles recettes, de vieilles règles en tous les cas. Exactement. Le chef de l'État s'est également adressé aux chasseurs. Il a pris leur parti contre le Conseil d'État qui avait été saisi par les organisations de protection de la nature sur la date d'ouverture de la chasse, notamment aux oies cendrées. C'est bien ça, Jean-Louis Borloo. Est-ce qu'il a raison de leur donner raison? C'est pas... honnêtement, je ne connais pas le sujet. Moi, je sais que pendant 3 ans, et pour la première fois de l'histoire de la République, il n'y avait pas de contentieux sur les dates de chasse. Là, il y avait une table ronde, tout le monde râlait, les extrémistes de chaque bord râlaient, mais finalement, le gros des troupes se mettait d'accord sur des dates de chasse. Je constate qu'il y a un contentieux que j'ignorais avant de venir ici. Je ne connais pas le sujet, je ferai donc aucun commentaire. Bon, d'accord. Alors, une agence, Standard & Poor's, a donc dégradé la note de la France. C'était en fin de semaine dernière. Moody's nous laisse sous surveillance. Est-ce néanmoins, selon vous, on ne vous a pas encore entendu, on a beaucoup entendu les socialistes sur le sujet, est-ce selon vous une sanction de la politique menée en France, oui ou non? Attends, vous pensez que sur un sujet comme ça, on répond oui ou non? Je vais vous répondre. Oui, mais on développe. Non, mais comme je suis pas en garde à vue, je vais vous répondre. Voilà. Point numéro 1, Standard & Poor's, ils sont très gentils, mais enfin, c'est 2 types en France. Ça va. Alors, pour juger de l'avenir
de notre modèle économique et social, ça me paraît un peu court. Bon. Une fois que j'ai dit ça, non mais parce que c'est très important. Parce que moi, je vais vous dire, monsieur, moi, je travaille à un dossier de mise en cause judiciaire des agences de notation pour les erreurs gigantesques qu'elles ont fait quand elles nous ont dit qu'un certain nombre de paquets de subprimes à l'époque étaient 3A. Oui, c'est vrai qu'elles n'ont rien vu à l'époque. Vous êtes engagé dans un combat judiciaire. Oui, absolument. Je veux dire pourquoi. Non, à la demande de qui? À la demande de qui? Non, tout seul. Oh là, j'ai tout besoin de seul. personne. Vous savez, je suis un vieil avocat. Oui. Bon, je veux dire pourquoi c'est très grave. C'est très grave parce que en 2008, le monde a failli sombrer. C'est la seule activité qui peut se permettre de se tromper à ce point sans aucune responsabilité. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de responsabilité? Parce qu'il y a une loi américaine qui les protège en considérant qu'il ne faut qu'émettre une opinion, c'est-à-dire loi de la presse. Mais pas en France. Pas en France. Et donc, j'ai décidé, je ne suis pas membre du gouvernement, ça n'engage pas mon pays, j'ai décidé de déposer ce dossier. Maintenant, sur la réalité des tribunaux français. Auprès des tribunaux français. Oui, puisque la loi sur la presse ne s'applique pas en France. D'accord. La loi américaine. Qu'est-ce que vous voulez au bout du bout? L'interdiction non, les dommages d'intérêt pour les dégradations qu'elles ont produites. Elles ont pendant des années garanti que tout se faisait, y compris Lehman Brothers, je rappelle, à 8 semaines du crash. 3A, triple A, allez-y, investissez. Non mais c'est invraisemblable. Alors oui, on se souvient de Lehman Brothers, de Enron, oui, tous. Mais attendez, c'est invraisemblable. Ils se sont complètement plantés. Mais vous voulez aujourd'hui des dommages et intérêts? Mais je pense que ceux qui ont subi des dommages doivent avoir dommages et intérêts. Les dommages, c'est des centaines de milliards d'euros. Oui, mais il y a un vieux principe du Code civil qui est l'article 1382 qui dit que tout fait qui a causé à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Je demande donc qu'il y ait un expert international qui soit nommé pour regarder. Maintenant, sur le fond. Oui, attendez, déjà, par ailleurs, ce que vous nous apprenez, c'est intéressant, la oui, judiciaire. Mais par ailleurs, on vous souhaite bonne chance. Oui, mais ça pendant le temps. On est tous victimes. Bien entendu, donc venez signer parce que comme on ne peut pas faire de class action tout à fait, ça va être compliqué. Mais peu importe. Au moins l'expert va être nommé. Non, mais cela dit, par ailleurs, on est dans une situation très difficile. Moi, je ne veux pas casser le thermomètre. Moody's a dit que 3A, mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, il est assez clair. Le modèle occidental, en gros, consomme 60% des ressources du monde et en produit 40%. L'écart, il est financé par du déficit. Et donc des systèmes spéculatifs. Donc je demande depuis des mois et des mois. J'ai écrit un livre engagé, rédigé en juillet, dans laquelle je demande pour la France qu'il y ait une maîtrise des comptes publics de l'ordre de 50 milliards. Le gouvernement en avait fait un peu plus de 20. Je demande, à l'époque, on m'a ri au nez la taxe sur les transactions financières. Je rappelle que le ministre du Budget, le ministre des Finances, le Premier ministre ont dit que ce n'était pas d'actualité et que ce n'était pas raisonnable. C'est bien. Je pense les contours vous satisfont? J'attends de voir le texte. On n'a pas tout le détail. Je pense qu'il faut par ailleurs supprimer ce qu'on appelle la niche copée, c'est-à-dire l'exonération totale des plus-values des filiales de holding, et enfin ce qu'on appelle les LBO, ce qui fait 25 milliards. Très bien. Si on l'avait fait, j'avais déposé le texte il y a 2 mois, sans parlementaire le signer. Oui. Je pense qu'on n'en serait pas dans la situation dans laquelle Jean-Louis Borloo, on connaît donc vos propositions par ailleurs sur le sommet social qui se transforme, on l'a bien vu, c'est un sommet de crise et aujourd'hui ce qui est en cause c'est la rigidité du travail en France, c'est aussi le coût du travail et c'est comme ça que les choses sont apparemment présentées et c'est là que les mesures sont les moins consensuelles. Est-ce que vous êtes favorable à la TVA sociale? Alors, je veux dire 2 mots sur l'emploi parce que j'ai été l'homme que Jacques Chirac est allé chercher en 2005, quand on avait dépassé les 10% de chômeurs. Et vous vous souvenez peut-être, c'était de la faute du plombier polonais. 10,2%. C'est quoi le chômage? C'est quoi? C'est des ressources humaines. C'est la gestion des ressources humaines de notre pays. On se trompe quand on croit que le chômage, c'est le solde de ce qui ne va pas. Non. Statistiquement, cher monsieur Grossuor, la probabilité que le besoin de l'entreprise X soit satisfaite par Paul à moins de 10 km
exactement disponible et bien formée, elle est assez faible. Si vous n'avez pas une gestion précise des ressources humaines, c'est-à-dire accueillir les demandeurs d'emploi toutes les semaines, pas tous les ans, toutes les semaines, leur faire un panorama des besoins d'emploi. On en est loin. Mais c'est ce qu'on a fait à l'époque. On s'en éloigne. Mais vous avez vu c'est ce qu'on a les fait. effectifs de Pôle emploi Mais qui ne peuvent plus maintenant recevoir les chômeurs, ne serait-ce qu'une fois par mois. Je voudrais le dérouler. Quand je suis arrivé à l'époque, c'était une fois par an. On était passé une fois par mois, puis une fois par semaine. Mais ça ne suffit pas. D'accord. Il faut en même temps qu'on présente aux demandeurs d'emploi les perspectives du bassin. Et il faut que les formateurs, la formation professionnelle, soient présentes. Donc moi, j'ai indiqué dans ce sommet que la priorité des priorités, c'était renforcer les capacités de Pôle emploi pour pouvoir recevoir cette richesse de la nation qui est le demandeur d'emploi, le recevoir toutes les semaines, avec les égards qui lui sont dus, l'informer sur les besoins, que les moyens de la formation professionnelle soient considérablement étendus, que partenaires sociaux, chambres de commerce, chambres de métiers, régions, États soient autour de la table à partir de mercredi pour qu'il y ait un plan de formation professionnelle et de qualification des demandeurs d'emploi. Excusez-moi, c'est assez Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Vous n'allez peut-être pas répondre aux questions par oui ou par non, mais je vous la repose à nouveau sur la TVA sociale. J'y viens. Pour faire ça, il faut de l'argent. Bon, donc il faudra une ressource, TVA ou autre chose. Troisièmement, parce que ça intéresse un petit peu les Français. Vous savez qu'un des problèmes pour l'emploi, c'est le logement. Que l'accès à l'emploi se fait sur de la précarité. Vous voulez une garantie locative universelle. Voilà. Très bien. Pourquoi? Non, mais que les Français comprennent bien. Il n'y aura plus de caution individuelle. Il y aura un système de garantie universelle avec un tiers de confiance qui vérifie que les gens sont de bonne foi. Vous savez combien ça, demain matin, libère de logements en France? 1 million. Il y a 2 200 000 logements inoccupés. Il y en a 1 million qu'on récupère instantanément. Et tous les précaires vont pouvoir y bénéficier. Il faut par ailleurs un plan de qualification des adultes qui ont un problème d'écriture et de lecture du français. Il y en a près de 3 millions. Avec les accès fondamentaux informatiques, bureautiques, etc. Donc cet ensemble que je l'ai dit au président, au partenaire, à tout le monde, c'est public. On a besoin de ressources. Alors, est-ce que c'est la TVA? Est-ce que c'est une autre chose? Moi, ma thèse, c'est que c'est la niche Copé, et le LBO. Voilà. C'est clair, simple et précis. Donc non. Ensuite, attendez. Ensuite, donc c'est pas par de la TVA ou de la CSG. Maintenant, il y a un problème. Non, mais moi, je vais vous le dire, pour financer ces nouvelles mesures. Je veux dire, s'il y a un sommet avec des plans, sans qu'on annonce le financement des mesures, personne ne le croit. Dernier point majeur, le financement de l'activité partielle. La France ne sait pas gérer le temps d'activité partielle. Les Allemands, en période de crise, en 2009, avaient 600 000 entreprises qui utilisaient le temps partiel. Il faut donc là aussi un financement. C'est les deux ressources que je vous dis. Alors par ailleurs, après, donc moi je ne veux pas que CSG ou TVA puissent financer ça. Il faut une ressource. Moi je vous interrogeais sur le coût du travail. Le coût du travail. J'y viens. Et on terminera avec ça. J'y viens. Mon sentiment très très clair, c'est que ce n'est pas le sujet principal. Vraiment, je pense, c'est les sujets que je vous indique. Je rappelle qu'avec le même coût du travail, navré de vous le dire, je suis arrivé à 10,2, j'ai rendu la copie 2 ans après à 7,7. 7,7, c'était pas un problème de coût du travail. Maintenant, le président, le gouvernement disent attention, là, on a une accélération des délocalisations. Faut-il ou pas modifier le coût du travail? Moi, j'y suis favorable sur un certain nombre de flux, assez réservés sur la TVA. En tous les cas, si ça doit être fait, ça doit être petit. Voilà, ça doit être petit. C'est-à-dire, vous dites quoi? 1% de plus, quoi, sur le taux? Et des chouïas, peu importe. Et des chouïas, pas plus. Parce que ça pèserait évidemment sur les ménages et les consommateurs. Il n'y a aucun effet sur le pouvoir d'achat jusqu'à 1,5. Jusqu'à 1,5. Jusqu'à quasi 2. Il n'y a aucun effet. Au-delà, il y a un énorme effet. Voilà. Très bien, voilà qui est clair. Juste un petit mot, vous confirmez que vous avez mené une mission de dialogue avec les syndicats et Gérard Larcher? Non, pas du tout. Non, pas. Vous savez, ils n'ont pas besoin de moi pour se parler. Non, ça bon, j'ai dit aux uns et aux autres ce que je pensais, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Très bien. Alors, Jean-Louis Borloo, bon voilà qui est clair.
pour cette première partie. Vous abordez volontiers aujourd'hui votre ambition pour les élections législatives, moins votre objectif pour la présidentielle. Vous allez devoir néanmoins répondre à Samir Tounsi de l'AFP juste après cette enquête de Paul Bouffard. Donc, sur votre rêve aujourd'hui proclamé, Jean-Louis Borloo, le rêve proclamé, mon rêve, c'est ce que c'est? C'est que ma femme soit la femme la plus heureuse du monde. Voilà mon rêve proclamé. Je suis sûr qu'elle l'est, on la salue au passage. Votre rêve de constituer néanmoins en politique un groupe charnière à l'Assemblée nationale pour peser Paul Bouffard. À chacun sa course. Il a dit non au sprint vers l'Elysée. Jean-Louis Borloo préfère une course de fond, celle des législatives. Le député le dit ouvertement devant les micros. Sa nouvelle ambition, constituer un groupe charnière à l'Assemblée autour des radicaux, indépendants et centristes. Un positionnement vital pour les proches de l'ancien ministre. Il est nécessaire d'avoir un pôle central qui soit fort pour justement éviter les excès de part et d'autre. Le président du parti radical veut être capable de peser sur les débats. Au nouveau centre, on grince des dents. Ce projet ne doit pas être la croisade d'un seul homme. Il ne faut pas personnaliser les choses parce que la personnalisation, c'est à l'élection présidentielle. Et quand on est à l'élection législative, c'est un projet collectif. 30, 40, 50 députés. À l'UMP, le nombre de postes semble énorme, surtout s'il n'y a pas soutien à Nicolas Sarkozy. J'imagine que s'il veut un groupe de 50, ce sont des gens qui auraient l'investiture de l'UMP. Je n'imagine pas des dizaines et des dizaines de candidats radicaux élus contre des candidats UMP. S'il y a un débat sur les investitures, ça n'a de sens que si naturellement l'ensemble a soutenu le même candidat au présidentiel. Dans la majorité présidentielle, on jette un œil presque bienveillant sur cette idée qui naîtrait grâce à l'UMP. Mais on aimerait surtout entendre tout de suite Jean-Louis Borloo annoncer qu'il votera Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Voilà, Samir Tounsi de l'agence France Presse, notre partenaire pour ce rendez-vous de Preuve par 3, est avec nous. Bonsoir Samir. Bonsoir Michel. Vos questions à notre invité. Bonsoir Monsieur Borloo. Alors répondez-nous, annoncez-le nous. Il y a des négociations avec l'UMP sur les circonscriptions? Entre le Parti radical et l'UMP? Mais c'est tellement simple. Est-ce que l'UMP mettra un candidat contre moi à Valenciennes si je suis candidat? Il y a vous. Non mais la réponse, c'est vous. Je peux vous le dire, c'est peu probable. Voilà. Mais avec qui ce groupe charnière? Est-ce que l'UMP mettra un candidat contre Jean Grenet à Bayonne? Ça serait maladroit. Si l'UMP veut perdre toutes les circonscriptions qui sont les nôtres, qui ne se dérangent pas, on fera la même chose. Donc évidemment que ça ne marche pas comme ça. Nous, on n'est pas comme entre le PS et les Verts en train de dire, écoute, on ne sait pas bien. Moi, par exemple, j'ai une fille, elle est d'ailleurs très bien, prof d'université à Lille, jamais vue de Valenciennois de sa vie, elle est écolo, donc elle a la circo. Voilà, très bien. Mais les Valenciennois, ça ne marche pas comme ça la vraie vie. Il n'y a pas de négo. Il se trouve que nous avons des candidats bien meilleurs que ceux de l'UMP dans l'ensemble de circonscriptions, ce qui fait que l'UMP... Il y aura des endroits difficiles. Vous voyez, Ramayad, Ashliman, par exemple, ça va être un petit endroit. Bon, voilà, ça va être intéressant. Vous avez fixé la jauge de votre groupe charnière à 30-50 députés. Ouais, donc vous pensez pouvoir battre des candidats UMP dans 30 à 50 circonscriptions? Mais on battra des candidats UMP quand c'est des pas bons. Et nous, quand on a des pas bons, on n'en mettra pas contre eux. Voilà, ça s'appelle des coalitions. Voilà, c'est assez classique. Quand vous êtes dans une coalition, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs idiots. Voilà. Donc il n'y aura pas de négociation, vous comptez mais sur vos propres forces. Mais on prend à chaque fois le meilleur. Il se trouve qu'on a entre 35 et 50 meilleurs. Voilà. Mettons, vous arrivez à constituer ce groupe charnière. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il faut que Nicolas Sarkozy, que l'UMP gagne l'élection présidentielle. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un groupe charnière, mais ça serait un groupe... Dans tous les cas de figure. Alors, oui, il y a de toute façon des législatives. Ça ne vous a pas échappé. Hein, je veux dire, il se trouve qu'il y a des présidentielles, puis après il y a des législatives. Est-ce que vous pourrez être la charnière d'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale? On sera un groupe qui défendra un certain nombre d'idées. Mais gauche charnière, ça veut dire, nous, notre rêve, c'est que personne ne puisse fonctionner sans nos 50 députés. Même la gauche. Mais dans tous les cas de figure, personne ne peut fonctionner sans... On va peut-être pas y arriver. Mais ma conviction, c'est qu'avoir des systèmes complètement monolithiques fait qu'on zappe les pouvoirs d'accompagnement, les débats, les contre-pouvoirs, les encadrements. Voilà ce que je crois. Sous la Ve République, ça a toujours été comme ça. J'ai le sentiment que cette fois-ci, ça peut être différent. Voilà, peut-être que ça ne sera pas le cas, mais c'est en tous les cas clairement notre ambition. Vous savez, il y a deux façons de faire peser un contre-pouvoir aux grandes machines du siècle dernier, qui sont très pertinentes au siècle actuel, le PS et l'UMP.
Il y a dire, je vais à la présidentielle, et puis je fais 3e, 4e reine d'un soir, puis le lendemain il se passe rien, tu as toujours les deux. Bon. Ou tu décides d'avoir au Parlement le groupe charnière. Voilà. C'est deux façons différentes. De République. Hein, vous avez dit lors de cette déclaration, il ne faut pas surpondérer l'élection présidentielle. l'élection présidentielle. Cela veut dire que vous rejoignez. Attendez, laissez-moi finir ma question. Pardon. Ça veut dire que vous rejoignez Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg en plaidant pour une 6e République plus parlementaire. Je ne suis pas là pour commenter les autres. Je vous dis une chose. Je vous interroge sur vos propos. Non, vous me demandez de commenter le propos d'autres gens que je n'ai pas entendu ni lu. Bon. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons une tendance en France, mais tous, d'abord à croire qu'on a un État central alors qu'on a un pays émietté. Deuxièmement, comme une espèce de monarchie. Les conférences de presse du président, que la seule élection, c'est le présidentiel. La présidence influencera la législative. Elle l'influencera. Mais la vraie élection d'action publique, c'est la législative parce que c'est de là que sortira le gouvernement de la France. On a vu un pays gouverné 5 ans par Lionel Jospin sans que le président soit de son camp. On n'a jamais vu l'inverse. Donc la présidentielle, mais ça c'est notre culture. D'ailleurs on est regardé dans le monde entier comme des... Mais j'en fais partie de cette culture. J'adore ce combat présidentiel. Mais la vérité, monsieur, c'est qu'elle va influencer la législative. Elle ne sera pas la clé des 5 années à venir. Alors vous voulez occuper en quelque sorte la position du centre, donc. Oui, mais le centre gouvernemental et parlementaire. Parce que pour la présidentielle, il y a un candidat, François Bayrou. Oui, mais c'est très bien d'ailleurs. Moi, j'ai toujours dit que je ne voulais pas faire cette espèce de combat du centre où on aurait 18% se partager à deux. Ça rime à quoi? D'accord, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous allez choisir comme lui un ralliement à gauche ou à droite en fonction des résultats? Comme quoi vous êtes tous obsédés par la seule présidentielle alors que je vous dis que l'élection importante, c'est celle d'après. Voilà. Oui. C'est celle d'après. Vous écoutez ce que je dis? Celle d'après. J'ai bien entendu. Donc, pour celle d'après, nous, on va faire les conditions d'une coalition. Coalition. Cette coalition... Avec l'UMP. Attendez. Il y a forcément avec l'UMP. Un allié, j'allais dire, de première offre, mais si, traditionnel, qui est plutôt nos alliés de l'UMP. Et il y a une offre de deuxième offre. Mais si on ne se met pas d'accord... Mais attendez, excusez-moi, si on ne se met pas d'accord, il y a un certain nombre de sujets. Alors, je t'échange pas des circos contre des centrales. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans le caprice. Ça ne marche pas comme ça. Alors, moi, je souhaite qu'il y ait une proportionnelle, en partie, votée avant. D'accord. Pas une conversation, votée avant. Avant l'élection de 2012. Législative. De 2012. Ouais. Vous avez bon espoir que Nicolas Sarkozy le fasse. Et pourquoi c'est impossible? Vous connaissez mieux que nous les contraintes du calendrier législatif. Et très exactement, je les connais parfaitement bien, j'ai regardé ça très attentivement. Quel est votre niche? Et il y a un certain nombre de cas de figure où c'est possible. Bah. Je vous donne un autre exemple. Attendez un autre exemple. La fiscalité. Est-ce que vous connaissez la plus grande injustice de notre pays, monsieur? La plus grande, c'est la fiscalité locale. Selon que vous êtes dans une ville pauvre ou dans une ville riche, vous paierez 10 fois plus d'impôts dans une ville pauvre, alors qu'en général vous êtes vous-même pauvre et qu'on a besoin de services publics que dans une ville riche. C'est de 1 à 13. Cette affaire est invraisemblablement scandaleuse. Moi, je veux un référendum sur la justice fiscale locale. Par ailleurs, je souhaite qu'il y ait l'égalité entre la fiscalité du travail et la fiscalité du capital. Voilà, c'est quand même c'est ce que réclame la gauche. Mais je me fous des autres. Je vous dis ce qu'on souhaite. Dans le cadre de votre coalition. Non, mais attendez. Donc je vous ai dit, on aura une discussion avec les uns, et puis on verra. Bon, nous avons des alliés naturels. Le propre des coalitions, c'est d'avoir des alliés. Mais ça pas d'avoir des alliés automatiques, parce que c'est pas une coalition à ce moment-là. Donc il va falloir que chacun fasse un effort de rapprochement. On verra surtout, on va insister un petit peu parce que c'est important, on verra surtout qui va gagner l'élection présidentielle et l'élection législative. Vous êtes incorrigible. Nous sommes des produits de la Ve République. Oui, passez chez Reuters un an ou deux. Nous ne sommes pas encore en Allemagne, dans des démocraties parlementaires. Quand est-ce que vous allez faire connaître votre choix pour la présidentielle, Mais ça dépend de cet accord ou pas de coalition. Mais attendez, d'abord les Français n'ont pas besoin de moi pour faire leur choix. Deuxièmement, je suis contrat à rien, je suis candidat à rien. Voilà, j'ai fait 9 ans au gouvernement, je pense que j'ai bien servi mon pays. On vous a pas encore parlé de Matignon. Donc, voilà, donc on peut très bien se passer de mon avis.
très bien se passer de mon Vous allez avis. le donner. Moi, je ne donnerai mon avis que si je suis convaincu dans le cadre d'un accord de coalition. Voilà, sinon je ne donnerai Et pas, qui sera ou je négocié donnerai autre chose. À quel moment il sera Ah négocié? bah, Parce que le calendrier on va s'accélère. pas tarder à le faire. On Ah, va il pas est temps tarder à là le quand faire. même. Il Mais est je temps, il vous est l'ai grand dit, temps. je vous l'ai dit. Comment il est grand temps? Non mais laissez faire. On est en train de terminer, nos engagements de circonscription. Là, je suis en train de terminer ce soir nos différents candidats. Ça se passe plutôt pas mal, il n'y aura pas de drame, il y aura quelques endroits un peu chauds, mais très bien. On a un certain nombre d'indépendants, on a un certain nombre de centristes de l'UMP, de culture démocrate chrétienne, qui ont envie de venir dans cette alliance. Bon. Et on verra si tout ça, ça fait la maille. Vous aurez des On candidats avance. dans les 577 Non, circonscriptions? parce que ça, c'est pas une coalition. Ça s'appelle Mais du c'est une baston. façon. Non, mais attendez, vous comprenez rien. Si vous mettez des candidats systématiquement très contre clair vos encore, hein. alliés, c'est plus des alliés. Voilà. Donc un allié, c'est vous êtes d'accord dans un certain nombre d'endroits où vous prenez les meilleurs, puis il y a quelques endroits où il y a un peu de castagne. Voilà, c'est pas Jean-Louis grave. Borloo, on vous écoute, c'est vrai que c'est pas toujours facile à saisir. Mais il faut c'est le une reconnaître, clarté, Samir. pourtant, je vous assure Mais que néanmoins, là, alors- s'il y a un jeune téléspectateur de Oui. LCP qui rajeunit compris. ces téléspectateurs, lui, il a compris. Alors, hein. mais quand même, en vous écoutant, je me dis que vous ne pouvez être, avec vos députés, qu'une force d'appoint au sarkozysme demain. Vous qui avez cessé de vouloir incarner une alternative en ne vous présentant pas. Mais vous êtes formidable. Merci. Mais plus que ça, d'ailleurs. L'action publique, c'est servir les gens. Ouais. Et votre seule question, c'est d'abord, est-ce que vous avez envie de le faire, au détriment d'autres actions? Et si vous avez envie de vous y coller encore un petit peu, vous ne le faites pas seul, et vous dites comment je le sers le mieux. Il se trouve que moi, j'ai des positions sur les banlieues, Ouais. sur le logement social, sur la fiscalité, sur l'industrie, sur l'école, notamment la petite enfance, sur les dyslexiques, sur les hyperactifs. Bon, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Très franchement, ma carrière, elle est derrière. Ça m'est complètement égal. Moi, je suis là. Je préfère mon pays à un clan ou à un camp. Voilà. Donc, je serai parfaitement, gratuitement engagé, sans rien demander, sur un programme qui me paraisse conforme. Je vous donne un exemple. J'ai été heureux de dire à tout le monde ce que je pensais de ce que devait devenir ce sommet social emploi, et pas un sommet qui tourne exclusivement autour de la TVA. Je pense qu'on passe à côté d'une très grande partie du sujet immédiat des demandeurs d'emploi, de la qualification professionnelle, de la qualification des adultes, du logement, etc. Voilà. Donc je donne mon sentiment, et puis après on verra. Samir, pour la dernière question, peut-être? La dernière déjà. Ah oui, ça va Allez, tellement donc, vite, ça Ça passe passe tellement vite. vite avec Jean-Louis Ça passe très Borloo. vite. Les arguments de Philippe Douste-Blazy pour rejoindre François Bayrou, il dénonce une droitisation de l'UMP. Vous pourriez les reprendre à votre compte? Mais tout ça, c'est des phrases. Ah, Moi, c'est des j'adore phrases, mais la Philippe. politique, c'est une mais affaire non, de mais mots oui. aussi. Mais non, je suis désolé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les programmes. Oui, C'est un mais pour programme faire très valoir ces opérationnel. programmes, Je vais vous faut donner peser, un exemple. faut rentrer dans des rapports de force non, pas politiques et seulement. électoraux. Oui, c'est pour ça que le rapport de force politique, je vous le dis, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment totalement à droite et pas franchement socialiste, vous avez deux conceptions. La conception monarchique consiste à aller à la présidentielle, mais le soir, quand vous n'êtes pas un ou deux, le troisième, quel que soit son score, c'est juste un battu du premier tour. Et vous ne pesez rien. Parce que c'est pas vrai que c'est sur un coin de table qu'entre deux tours, entre le mercredi et le jeudi, vous imposez un programme de gouvernement. En revanche, maintenant, on peut le faire. Voilà. Vous voulez Donc, changer de république, clairement. Mais pas du tout. Je ne veux pas changer de république. Je voudrais qu'on mette en place les programmes que je souhaite sur l'industrie, sur les prêts participatifs pour les PME. Enfin, j'ai écrit un livre assez long sur tous ces sujets-là. Je crois dans ce que je dis. Vous savez, c'est terrible. Donc j'essaie de trouver le moins mauvais moyen pour essayer d'y parvenir. C'est simple. Est-ce que vous êtes séduit, ce sera peut-être la dernière question d'ordre purement politique, par la démarche de François Bayrou, qui semble Mais aussi je connais bien... François depuis Oui, mais toujours. est-ce qu'il n'est pas en train de réaliser ce que vous nous exposez aujourd'hui? Mais attendez, je pense que si François n'a pas un groupe politique à l'Assemblée, même s'il était au deuxième tour, ça revient à ce qui est le lendemain un affrontement PS-UMP, et ça sera un très bon président, mais le sujet politique, il est 6 semaines plus mais tard. vous- Bah, attendez. Et s'il est troisième ou quatrième, ça ne pèse pas. Ce n'est pas vrai. Voilà. Ce qui pèse, ça influencera l'élection.
Mais ça ne pèsera pas. François est quelqu'un que je connais par cœur, j'ai été son porte-parole, j'ai beaucoup d'estime pour lui, donc c'est pas du tout... Et sur plein de sujets, on a des sensations, des sentiments, des impressions, un regard lui qui est assez proche, lui se bien voit au entendu. second tour. Oui, mais, vous mais la question c'est, après mes enfants, vous êtes là avec votre groupe. qu'est-ce qu'on fait? Ah ben voilà. Vous êtes là, Jean-Louis Eh ben Borloo. vous finissez par y venir, que c'est le sujet le plus important. Quel que soit l'élu, c'est le sujet important. D'accord. Voilà. Attendez, j'ai bien compris. Vous nous dites François Bayrou peut avoir des chances et vous êtes là derrière avec le groupe. Non, je ne sais pas trop. Il est trop pas tout fort. à fait ça. Hein. Il est trop fort. Quel gymnaste. Samir, une dernière question. Dernière question. Vous allez nous accabler de, de tous les noms d'oiseaux politico-journalistiques du monde, mais malgré tout, la question va se poser. Nicolas Sarkozy ou François Bayrou, vous allez être appelé à soutenir un des deux candidats un jour? Marrant, je vous ai dit il y a un quart d'heure ou il y a 10 minutes, quand on a commencé, que ça serait un accord de coalition. L'accord de coalition, par nature, il se construit, il se bâtit sur des valeurs et sur des programmes. Voilà. Et deuxièmement, moi je veux un accord de coalition avec des gens qui sont en situation d'avoir des troupes au Parlement. Parce qu'une fois de plus, M. Jospin a gouverné la France sans que la gauche soit à l'Élysée. Bon. Le pouvoir en France, il est issu du Parlement qui désigne le gouvernement, qui vient demander la question de confiance. Évidemment que la présidentielle, qui est l'élection de cœur des Français, qui est l'élection d'émotion des Français, qui est le moment où ils essaient d'exprimer des valeurs, influencera la législative. Mais elle ne décidera pas à la place des législatives. Très bien. Voilà. Merci. Samir, on va revenir avec Perrine Tarnaud dans un instant sur vos motivations, Jean-Louis Borloo, qui sont moins incertaines pour nous, n'est-ce pas Samir, après ce quart d'heure, et également et surtout peut-être sur votre renoncement à la présidentielle, qui reste pour beaucoup mystérieux. Comment vos fidèles l'analysent-ils et vous jugent-ils, Jean-Louis Borloo, avec le recul de quelques mois maintenant? Reportage signé Aïda Kerkouach. Jean-Louis Borloo avait pris tout le monde de court ce 2 octobre 2011. Seul à être dans la confidence, Ramayad, prévenu 10 minutes avant l'annonce du scoop, un privilège. Tous ont été fauchés par le renoncement de leur leader. Un mélange de tristesse parce que je considère que Jean-Louis est quelqu'un qui a beaucoup de qualités pour exercer de hautes responsabilités. Je crois que s'il y a quelqu'un qui est capable d'apporter sa contribution dans le débat présidentiel sans pour autant être candidat. D'autres l'avaient senti venir. J'ai senti à nos universités d'été de la Grande Motte, dont j'avais été l'organisateur, son malaise persistant. Peut-être qu'il n'avait pas en lui-même la force pour surmonter des obstacles que son intelligence percevait. Jean-Louis Borloo garde son image d'électron libre. Gérard Larcher, qui lui doit ses meilleurs souvenirs ministériels quand il fonctionnait en tandem, se montre le plus bienveillant. Brouillon peut-être, mais... Il est comme ça. Nos 3 ans au ministère, nous avons vécu comme ça, direct, spontané, naturel, avec ce que ça pouvait parfois avoir de désarçonnant pour certains. C'est vrai qu'il n'est pas dans le modèle habituel et il a une forme de parler qui est authentique et sincère. En tous les cas, je le ressens comme ça. C'est la nature de nos échanges tous les deux. Et pourquoi vous le cacher, j'ai une profonde amitié pour Jean-Louis Borloo. Marginalisé pour beaucoup, Jean-Louis Borloo peut encore compter sur des fidèles, ceux qui lui ont déjà pardonné. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Bonsoir Jean-Louis Borloo. On le voit dans ce sujet, vos troupes, elles se remettent un peu doucement, elles ont eu le sentiment d'être un peu abandonnées, trahies. Est-ce que vous aviez sous-estimé la déception de ceux qui vous suivent? Vous vous rendez compte le film que vous êtes en train de faire? Pardonnez. Je suis quand même... Tous les hommes politiques veulent être candidats à la présidentielle. Pratiquement tous. Alors voilà, un individu qui est entre 8 et 11% dans les sondages, qui fait l'analyse politique qu'il ne faut pas le faire. C'est lui le coupable? Non, on n'a pas dit que vous étiez coupable. On a dit qu'ils étaient déçus, qu'ils s'étaient sentis trahis de ne pas avoir été mis dans la confidence. Vous me donnez l'occasion de m'exprimer, je vais le faire. Exactement. Bon. Comme vous êtes tous formatés sur la monarchie présidentielle, et que évidemment un homme politique il a envie d'aller devant les... on parle de l'envie d'être candidat, de porter un projet. Non, mais envie d'aller à la caméra. Mais attendez, quand vous êtes à 4% ou à 5%, vous portez rien du tout, vous avez envie d'aller devant les caméras. Voilà. Bon, pas tous, mais c'est quand même... Et vous pouvez pas concevoir qu'un homme politique fasse l'analyse suivante. Dans la crise que nous traversons, madame, la crise que nous traversons, il va y avoir 2 candidats, l'alternance,
bien organisé, avec un type de grande qualité, et un président sortant. Et parce que Mme Le Pen, au printemps, a joué l'euro, l'Europe, les frontières, le drame industriel, elle devient chef des souverainistes. Et qu'en réalité, le match, il va se jouer à 3. Et ce qui peut, le reste, ce qu'on appelle le centre, les modérés, les républicains, les radicaux, les démocrates chrétiens, une bataille de 2 individus là n'avait strictement aucun sens. Je maintiens cette analyse politique. Alors évidemment, comme moi je fais l'analyse politique, qu'à l'époque j'ai annoncé devant vos confrères, que M. Papandréou quitterait la scène politique par l'armée grecque ou par des manifestations ou devant ça de son propre... que M. Berlusconi ne passerait pas l'hiver. J'ai annoncé qu'il y avait un risque majeur pour la dégradation de la France. À l'époque, en août et en septembre, j'ai pris mes responsabilités, attendez, et je dis, il n'est pas raisonnable d'aller dans cette élection présidentielle. Je pense que c'est par les législatives et les concepts qu'on pèse. Peut-être que je me trompe, je prends mes responsabilités. Et c'est vrai que le petit jeu médiatique consiste à dire, attendez, s'il n'y va pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, attendez, mais ça, ce sont les explications politiques. Il y a forcément derrière des motivations aussi personnelles. Mais non, c'est celle que je vous dis. J'ai fait, madame, une analyse politique. Cette analyse politique, lisez mon livre que j'ai écrit en juillet-août. Lisez les 4 premières pages. Oui, dans lequel on je retrouve vous cette analyse. explique, oui, noir sur blanc, ce que je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, je serais quelqu'un de pas responsable en étant candidat à l'élection présidentielle avec un potentiel électoral qui à l'époque était le double de François Bayrou. On aura une espèce d'affrontement qui annihile absolument tout et qui de surcroît risquerait de fausser ce débat-là. Je préfère que François fasse... Et moi, je m'occupe des législatives. Mais c'est très important parce que on ne peut pas en permanence expliquer que les hommes politiques veulent raconter, être candidats à tout. Et quand il y en a un qui dit, attendez, j'y réfléchis, je pense que c'est pas raisonnable, ouh là là, ça cache quelque chose. Et pensez en plus qu'il faut qu'il se fasse pardonner. Que vos propres équipes... Il y a une part de destin personnel, qu'il faut avoir envie d'y aller, qu'il faut avoir cette motivation, ce moteur personnel. Oui, mais écoutez, ça suffit pas. Voilà. Quand, avocat à Paris, avec 150 collaborateurs, j'avais pas de père avocat, pas de mère avocat, pas de magistrat, bon. C'était mon bébé. Je décide d'aller à Valenciennes. Et je me rends compte au bout de 6 mois, je ne peux pas faire les deux. Que je quitte tout. Et que je passe 12 ans de ma vie. Excusez-moi, ça c'est un engagement. Moi, le prix de l'engagement, je sais ce que c'est. Et il faut plus de courage pour aller à 20 heures, pour dire, voilà, je ne crois pas que ça soit responsable que de faire l'inverse. Voilà ce que je crois personnellement. Et je sais bien, vous savez, le rôle d'un chef, c'est à un moment donné de dire, à contre-courant de tout le monde, ce qu'il croit être bien pour sa famille et pour son pays. Voilà. Alors, je sais que ça n'a pas été compris. Oh là, il est dépressif, il a des affaires. On s'est interrogé sur d'autres motivations. Mais c'est extravagant, c'est extravagant. On a parlé d'affaires, effectivement, d'enquête sur votre patrimoine. Vous avez eu peur? Oui, c'est ça. Non, mais attends, mec qui part 12 ans à Valenciennes. C'est ce que dit un peu Jean-Marie Bockel, là, à l'instant. Il dit qu'il n'avait peut-être pas en lui la force suffisante pour surmonter les obstacles de la présidentielle. Il se trompe. Mais non, mais Jean-Marie, mais qu'il le pense, c'est l'endroit le plus strict. Bon. J'observe aujourd'hui, d'abord que moi je suis en pleine forme. Voilà. Je suis heureux de vous voir et je suis heureux de dire ce que j'ai à dire sur le sommet social et le reste. Bon. Et je veux me mêler de tout ça, mais détendu, avec une capacité de continuer à voyager, à réfléchir, à rencontrer des gens et de manière totalement libre, mon titre libre et engagé. Ça, c'est pas possible dans le cadre d'une campagne. Vous n'avez pas terminé votre phrase tout à l'heure. Je serai en campagne, mais je serai tous les jours en train d'essayer de monter des coups, des petites phrases, des machins. Attendez, vous n'avez pas terminé une phrase tout à l'heure. Oui, vous avez failli dire ma carrière est derrière. Oui, elle est derrière. Votre carrière est derrière vous. Mais non, mais attendez, quand vous avez été. Non, mais attendez, quand vous avez été. Combien, je ne sais plus même, une grosse décennie, député de Valenciennes, conseiller régional, député européen, attendez, 9 ans ministre, numéro 2 du gouvernement, ministre d'État, attendez, votre problème, c'est comment je sers mon pays. Mais s'il faut que ça soit par une ONG, si c'est en prenant ou en montant un organe de presse pour peser, ça m'est égal. Ce que je veux, moi, je veux dire. Mais enfin, là, il y a quand même un combat pour les législatives, donc il y a toujours une envie de peser en politique. Je veux défendre mes idées, et le moyen, c'est pas toujours la candidature. Mais est-ce que vous avez eu des doutes au point de totalement raccrocher en politique?
Ça dépend ce que vous appelez raccrocher. C'est-à-dire vraiment finir avec la politique, mais moi, avec l'engagement mais moi politique. j'adore ça, mais je continue. Mais non, mais... vous voyez, par exemple, les législatives à Valenciennes. J'ai dit à tout le monde là-bas, j'ai dit, hey, les enfants, ça fait 20 ans que j'y suis, avec Cécile Gallet, qui en fait a fait la députée, soyez gentils, allez, on va pas toujours appeler les mêmes équipes. Donc si on peut trouver une nouvelle équipe, c'est génial, je l'aiderai. S'il n'y en a pas d'autres, je compte. Voilà, c'est simple la vie. Voilà, moi quand vous changez dans la vie, vous avez des façons différentes d'exercer votre métier ou vos convictions. Voilà. Moi, je ne sais plus dans le champ ministériel pur. Mais vous avez toujours construit votre carrière sur des aventures passionnées. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des buts, des objectifs en dehors de la politique qui pourraient vous inspirer de nouvelles aventures par exemple complètement. Par exemple, contribuer à avoir des fonds publics pour réindustrialiser notre pays. C'est pas forcément au gouvernement. Moi, je suis fasciné par les 5-6 gamins par classe dont on sait, la maîtresse sait à Pâques que de toute façon, ils sont hors normes. Comment on les gère? Avec qui? Je suis fasciné par terminer ce plan rénovation urbaine des banlieues françaises. 43 milliards, qu'a changé à lui. Je voudrais qu'on termine sur la partie emploi. Voilà. C'est des choses qui me passionnent. Un autre truc qui me passionne. Vous savez quels sont les deux seuls Eldorado français des 30 ans qui viennent? C'est la mer et les océans et c'est l'Afrique. Voilà. Les deux univers dans lesquels notre pays a un avenir d'emploi technologique, de ressources, c'est la richesse de la mer et des océans. Et c'est cet extraordinaire continent qu'est l'Afrique. Voilà des sujets qui me passionnent. Beaucoup de sujets, vous êtes ouvert à tout, mais plus candidat à rien. Exactement. On a résumé? C'est très bien résumé. On a résumé. Sauf à vous remplacer dans cette belle émission qui influence la vie politique française. Peut-être un dernier mot sur Ramayad qui a été rayé des listes électorales à Colombes. Est-ce que c'est de l'imprudence de sa part ou c'est un acharnement contre elle? Écoutez, honnêtement, je ne connais pas le sujet. Tout ce que je sais, c'est que je la soutiens. Non, mais attendez, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je la soutiendrai à mort. Voilà. Très bien, merci pour elle. Une petite question encore. On a appris au cours de l'émission que l'agence de notation Standard & Poor's, contre laquelle vous avez décidé d'une action en justice, a dégradé... C'est une bonne petite action en responsabilité. On va suivre ça, ça nous passionne déjà. A décidé aussi de dégrader les notes de la CADES et de l'UNEDIC. Mais non, mais c'est automatique. C'est automatique. Oui, c'est automatique. Autre chose, lors de vos vœux, vous avez répété que vous attendiez de François Fillon. On connaît vos relations avec le Premier ministre. Mais que vous avez excellente. Vous lui avez demandé les décrets d'application pour les fameux Maghrébins d'origine étrangère. Pour l'essentiel algérien, en une phrase. Ils sont venus en France. On connaît l'histoire, mais est-ce que François Fillon vous a donné... Mais attendez, non, parce que vos téléspectateurs ne connaissent pas. Ils sont venus en France pour travailler, ils voulaient repartir chez eux. Ils n'ont pas demandé le regroupement familial, ils ne peuvent pas rentrer chez eux pour des raisons de... Bon, j'avais fait voter une loi, ils sont dans des Sonacotra, ils sont 30 000. Franchement... Vous attendez les décrets d'application de cette loi. Depuis 4 ans. Il vous a répondu, le Premier ministre? Pas encore, mais le ministre de l'Intérieur m'a dit que c'était une bonne idée qu'il s'en occupait. Merci à vous. Plus tard que samedi. Merci pour toutes ces informations communiquées aujourd'hui lors de cette émission, Jean-Louis Borloo, notamment votre combat judiciaire. La semaine prochaine, Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, sera notre invité. Bonsoir à tous.